l'information du journal Magazine. Steve Nadjar. Steve, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour cette demi-heure d'informations à écouter sur notre site et notre application. Vous pouvez également désormais nous suivre en direct vidéo sur la page officielle de Radio J sur Facebook. À la une de ce lundi 13 juillet, le gouvernement israélien à la peine face à la nouvelle vague de coronavirus. De nouvelles mesures ont été annoncées ce midi alors que le pays gronde dans la rue. Nous serons en ligne dans quelques instants avec le docteur Joseph Zrien. Autre titre de cette édition, un possible accord stratégique entre la Chine et l'Iran. Pékin et Téhéran pourraient s'entendre sur un rapprochement global sur une durée de 25 ans. En France, le gouvernement imposera-t-il bientôt le port du masque obligatoire dans les lieux confinés ? C'est déjà le cas dans les transports, mais Jean Castex envisagerait d'aller plus loin. Les détails dans la deuxième partie de cette édition. Radio J. Avec le retour d'une nouvelle vague puissante de coronavirus en Israël, le gouvernement Netanyahou se trouve désormais sur la défensive. Le dernier bilan est de 1206 nouveaux cas, alors que le nombre de morts s'établit désormais à 362, de plus en plus contesté dans la rue. On va y revenir tout à l'heure. Benyamin Netanyahou tente de freiner l'accélération de l'épidémie. Les observateurs soulignent néanmoins certaines contradictions. Ainsi, il y a un peu plus d'une heure, la commission coronavirus de la Knesset a décidé la réouverture des piscines publiques et des salles de sport, et ce, en dépit du nouveau pic de contamination, mais aussi de la décision contraire de Benyamin Netanyahou et de son ministre de la Santé, Yuli Edelstein. Dans le même temps, le ministre des Infrastructures et de l'Énergie, Yuval Steinitz, se prononçait tout à l'heure en faveur d'un reconfinement du pays, une option qui est pourtant rejetée par le ministère de l'Économie. On fait le point sur la situation avec Olivier Granilic, une revue de presse israélienne en partenariat avec Studio Kalita. C'est bien entendu la crise du corona, ou plus exactement la vague de protestation contre le gouvernement qui fait ce matin, une fois de plus, la une de la presse israélienne avec ce matin Émilie Amroutsi dans le Israël Hayom, qui estime que la colère des indépendants est tout à fait justifiée, mais qui regrette dans un même temps que ce mouvement de protestation s'est transformé en mouvement anti-Bibi. Bibi n'est pas intéressant dans cette affaire, écrit Émilie Amroutsi. S'il y avait un autre Premier ministre, l'économie israélienne ne se porterait pas mieux, conclut l'éditorialiste, donc ce matin dans le Israël Hayom. Et puis le quotidien revient aussi sur cette manifestation qui a rassemblé plusieurs dizaines de milliers de personnes au Kikar Rabin. C'était samedi soir. Et estime qu'il s'agit d'un attentat sanitaire. Ou plus exactement, c'est le vice-ministre de la Santé qui le pense. Ce sont en tout cas ces déclarations qui sont reprises donc ce matin en titre, en page 4 du Israël Hayom. Yoav Kish, le vice-ministre de la Santé, a déclaré qu'il comprenait la colère et la frustration des travailleurs indépendants. Mais ce qui s'est passé samedi soir, a-t-il dit, est contraire à toutes les consignes de distanciation sociale que le gouvernement a décidé. Et le Yediot Ahronot met un visage aussi sur ces personnes, sur ces familles qui doivent faire face à cette crise du coronavirus, des familles qui rencontraient déjà, il faut le dire, pour certaines d'entre elles, en tout cas, des problèmes financiers avant la crise. Le corona a été un véritable coup irréversible pour ces familles, explique ce matin le quotidien, qui ont du mal à garder la tête hors de l'eau. C'est ce qu'explique en tout cas ce matin le Yediot Ahronot. Parmi elles, Choura et Edith Zingberg, un couple avec 2 enfants qui habitent dans le centre du pays, qui ont avec beaucoup de courage décidé de se laisser photographier et qui racontent avec beaucoup de discrétion aussi la situation très précaire dans laquelle ils se trouvent actuellement. Nous n'avons pas pu payer le GAN de la petite car nous n'avions plus d'argent, explique Edith au Yediot Ahronot, Choura et Edith Zingberg. Donc ce matin en première page du Yediot Ahronot, le visage derrière ces difficultés financières. 14h06, Radio J, Steve Nadjar reçoit le docteur Joseph Zrien. Bonjour docteur Joseph Zrien.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs. Merci d'avoir accepté notre invitation cet après-midi. Docteur Zrien, la situation sanitaire se complique en Israël ces jours-ci. Le nombre de contaminations s'accélère avec désormais plus de 1000 nouveaux cas positifs par jour. Cette vague est-elle potentiellement plus grave et plus dangereuse que celle survenue au début du printemps ? C'est une bonne question et personne ne peut répondre. En tout cas, ce qui est certain, c'est que je ne sais pas si c'est une deuxième vague ou si c'est la suite de la première vague. Ce sont des arguments sémantiques. Ce qui est certain, c'est que nous sommes dans l'œil du cyclone, si j'ose dire. Nous l'avions prévu, nous l'avions prédit. Hélas, c'est pas faute de l'avoir répété, mais nous l'avons vu arriver, cette histoire. Alors, très vite, dès le déconfinement, quand les enfants sont repartis à l'école, on a vu à ce moment un pic de contamination. Et moi, j'avais très très bien senti, parce que j'avais des patients que je voyais en consultation d'acupuncture médicale, qui m'ont appelé la veille de la consultation en me disant qu'ils ne pouvaient pas venir parce qu'ils rentraient en bidoute, c'est-à-dire en quarantaine. Et parce que leurs enfants, dans l'école, avaient été en contact avec quelqu'un qui était porteur du coronavirus. Et donc, ils rentraient en quarantaine avec leurs enfants. Et c'est arrivé à 2 reprises. Et donc, je me suis dit que là, c'était à peu près il y a 1 mois, je me suis dit que là, il y a quelque chose qui était en train de se passer. Et en fait, on a eu la confirmation après, avec plus de 22 ou 25 000 enfants qui étaient en quarantaine, ainsi que leurs enseignants, et puis plus de 200 écoles fermées. Donc, on s'est dit que là, il y avait peut-être un problème. Et puis ensuite, après, du fait peut-être aussi que les gestes barrières n'étaient pas très, très, très bien respectés, eh bien, nous avons vu flamber un certain nombre de cas. On est à des cas, à plus de 1000 cas par jour de détection. Certes, on fait de plus en plus de tests, mais ça n'empêche qu'il y a beaucoup de nouveaux cas avec des clusters différents. C'est-à-dire des clusters sont des endroits où il y a des épidémies différents. Donc cela pose un problème. Et avec désormais, Josrienne, des cas aussi plus sérieux et plus nombreux que ces dernières semaines, contrairement également à ce que nous avions assisté lors de la première vague. Cette fois, la gestion politique de la crise sanitaire est très contestée. L'opinion publique conteste, les critiques, les choix du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Et selon un récent sondage, 61% des Israéliens ne sont pas satisfaits de la politique sanitaire mise en place. Est-ce que les autorités politiques et sanitaires ont finalement perdu le contrôle de l'épidémie ? Écoutez, je vais vous dire, pendant 2 mois et demi, les Israéliens ont été exemplaires. Ils ont suivi les consignes de sécurité, ils se sont confinés, ils n'ont pas été au travail. Vraiment, les enfants sont restés à la maison. Ils ont vraiment joué le jeu, ce qui a permis d'avoir des chiffres assez extraordinaires, c'est-à-dire de moins de 300 morts, ce qui est quand même assez remarquable. Et puis, là, il y a ce relâchement. Et aujourd'hui, après ce déconfinement, qui a fait 1 million de chômeurs, ou un peu moins, ce qui est quand même colossal. 1 million de chômeurs en Israël sur une population de 9 millions d'habitants, vous imaginez ce que ça représente. Donc là, il y a de vrais problèmes économiques, il y a des pans entiers de l'économie qui sont complètement en faillite, que ce soit la restauration, que ce soit le tourisme, que ce soit les magasins, que ce soit tous les sites d'événements, enfin tout ce qui fait quand même que Israël fonctionne au maximum, et les voyages bien sûr, tout ce qui fait que Israël fonctionne au maximum entre mai et août, c'est complètement mort, quoi. Et du coup, docteur Zrien, il y a quand même un tourisme intérieur. Les Israéliens voyagent beaucoup et ils consomment. Mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe autrement. Et donc, les Israéliens sont inquiets. Ils sont inquiets pour leur situation économique. Mais en même temps, quelle est la difficulté ? La difficulté, c'est que nous sommes sur une voie extrêmement étroite qui est une sorte de ligne de crête où on doit faire attention au sanitaire en même temps à l'économique. Si on fait du tout sanitaire, eh bien, on va mourir de faim. Je caricature, vous avez compris. Si on fait du tout économique, eh bien, on mourra du coronavirus comme au Brésil ou comme aux États-Unis. Donc la voie est très, très étroite. Que faire ? Est-ce que la solution du reconfinement vous paraît-elle malgré tout la seule à même d'obtenir des résultats efficaces, bien qu'extrêmement contraignante sur le plan économique ? Écoutez, il n'y aura pas de reconfinement. Je serais très, très surpris que ce pays soit reconfiné. Il y aura des confinements localisés. C'est-à-dire que quand on va trouver un cluster, donc un endroit où il y a une épidémie plus importante, on fermera la rue, on fermera le quartier, on fermera la ville éventuellement, mais
On ne va pas remettre le pays sans travail. Ça, c'est impossible. Je ne vois vraiment pas qui pourrait prendre cette décision. Et donc, la seule solution aujourd'hui, c'est de multiplier les tests. Pourquoi on multiplie les tests ? C'est chaque fois que vous trouvez quelqu'un qui est positif, vous allez l'isoler. L'isoler et automatiquement, en l'isolant, vous limitez la propagation. C'est ça le but des tests. Et ensuite, une fois que vous avez isolé ces personnes, vous pouvez contacter les gens qui étaient en contact avec lui pour éviter la propagation. Car je vous rappelle que ce virus a une propagation extrêmement rapide, qui est ce qu'on appelle... Pour casser les chaînes de contamination. Pardon ? C'est pour casser finalement les chaînes de contamination. Exactement, parce que la contamination est très importante. Elle est de R0, c'est-à-dire que quand vous avez une personne, je vous donne un exemple, quand vous avez une personne qui rentre, qui est porteur du coronavirus, qui rentre dans une pièce, une salle où il y a 10 personnes, au bout de quelques heures, il y a 7 personnes contaminées plus 3,5, on va dire 4 autres, ce qui fait 5 personnes. Ces 5 personnes vont sortir, elles vont contaminer à leur tour 3,5 ou 4 personnes, et ainsi de suite. Ce qui fait que c'est une propagation énorme. C'est très, très, très rapide. Et ce, sans parler, Josrienne, et on va devoir se séparer là, et évidemment, sans parler sur ce qu'on a appelé, sur ce que la communauté médicale dont vous faites partie a appelé les super contaminateurs, qui ont encore une capacité à contaminer leurs proches beaucoup plus forte. Tout à fait. C'est un vrai problème, c'est que nous avons aujourd'hui une population jeune qui a peu de symptômes, qui est porteur de ce coronavirus et qui va contaminer les personnes plus âgées. Et les personnes plus âgées ou les personnes atteintes de comorbidité qui, elles, vont avoir des problèmes plus sérieux, quoique on trouve maintenant chez les jeunes aussi quelques complications relativement sérieuses. Donc réellement, aujourd'hui, la voie est très étroite et il faut manager le sanitaire, en même temps manager l'économique. Et c'est très, très, très compliqué, et les Israéliens ne sont pas contents, bien sûr, mais en même temps, je crains que nous n'ayons pas d'autre alternative. Je vais juste vous donner un exemple. En quelques secondes. En Israël, un exemple très simple. Israël, 10 millions d'habitants, 350 morts. La Belgique, 10 millions d'habitants, 10 000 morts. Alors il faut choisir à un moment donné entre la préservation de la vie et l'obligation de faire les gestes barrières. Et ça, je vous invite de les faire aussi en France, parce qu'en France aussi, il y a une propagation. Il faut porter le masque à l'extérieur, réellement, je le dis, en France, pour la France, Israël et ailleurs. Il faut se laver les mains et garder une distance sociale. Et c'est la seule manière, tout en travaillant, de pouvoir essayer de sortir de ce coronavirus. Merci beaucoup, Dr Joseph Zrienne, d'avoir été mon invité. À très bientôt sur Radio J. Bon après-midi. Radio J, 14h14, la suite du journal, Steve Nadjar. Oui, Philippe, 2 jours après la manifestation samedi soir à Tel Aviv, la grogne sociale, je vous le disais tout à l'heure, prend une nouvelle ampleur et pourrait encore fragiliser le gouvernement d'urgence israélien. On écoute l'analyse de l'historien Gil Mikhaïli, directeur du magazine Causeur. Il était tout à l'heure au micro de Pascal Sunshine. C'est le point d'orgue d'une crise qui se développe devant nos yeux depuis plusieurs semaines. C'est un petit peu le débâcle de Kippour, mais à l'envers. Ça a commencé très bien. On se souvient, il y avait une série de décisions qui étaient prises fin février, début mars en Israël. Donc Israël ne pouvait pas s'épargner en confinement, mais globalement, les choses s'est passées mieux. Il paraît aussi que le système de santé en Israël était plus performant, donc les taux de mortalité étaient moins élevés qu'en Europe. Et les choses semblaient plutôt bien gérées. C'est ça le mot-clé. C'était bien géré. Il y avait un leadership, il y avait une stratégie, et les choses étaient bien menées. Le problème commençait avec le déconfinement. À mon grand étonnement personnel, j'avais l'impression qu'en Israël annonce qu'on a gagné la guerre, que la guerre est terminée, et que c'est la libération. C'était exactement le contraire de ce qu'on disait en France, qu'on disait oui, on a gagné en première bataille, le virus circule toujours, il faut faire gaffe, gestes barrières, etc. C'était pas le message, notamment de Netanyahou, qui, je me souviens, le premier soir, disait amusez-vous, donc sortez, amusez-vous. Les gens ont pris à la lettre ce message. Et ce qu'on vit aujourd'hui, c'est les contre-coups de tout cela. Et donc le problème est à la fois sanitaire et économique. C'est un problème de négligence. Je pense que le gouvernement israélien, pour
des raisons qui m'échappent encore, mais il y a quelques théories, a juste arrêté de s'occuper de ces problèmes. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. On parle avec vous du projet d'annexion israélien d'une partie de la Judée-Samarie. Les États-Unis auraient soumis de nouvelles conditions à Israël. Oui, des conditions concernant l'annexion de parties de la Judée-Samarie. Et selon la chaîne Cannes 11, la Maison-Blanche souhaiterait que le plan d'annexion s'accompagne d'un accord entre Bleu-Blanc et le Likoud sur une position commune autour de la question de la souveraineté. Cet accord vise notamment à garantir une stabilité politique en Israël et éviter de nouvelles élections. Washington souhaiterait que le plan de paix inclut également des évolutions importantes concernant les Palestiniens. Des changements permettant notamment de reprendre des négociations directes entre Jérusalem et Ramallah. Les Américains exigeraient des gestes de bonne volonté de la part des Israéliens à l'égard des Palestiniens, en faisant notamment construire des milliers de logements en Judée-Samarie. Et on apprenait ce matin, Gabriel, que l'annexion ne serait pas à l'ordre du jour selon la ministre israélienne de l'intégration, Pnina Tamano-Shata. Oui, le gouvernement israélien ne travaille pas actuellement pour faire avancer le plan de souveraineté de Benjamin Netanyahou. C'est ce qu'elle a déclaré à la radio Reshet Bet. Nous comprenons qu'au cours de cette période, pratiquement tous les autres problèmes soient mis de côté et que la chose la plus importante est le problème du coronavirus, a ajouté Pnina Tamano-Shata. C'est ce qu'on appelle un changement de priorité. Merci Gabriel, on vous retrouve tout à l'heure 14h18. On marque une pause et on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie de ce journal. À tout de suite. Et un peu d'histoire maintenant. Philippe, Israël a marqué hier le 116e anniversaire de la disparition de Théodore Herzl, le visionnaire du sionisme qui avait tout prévu, même les épidémies, reste une référence et une source d'inspiration pour la société israélienne alors qu'elle traverse une crise inédite dans son histoire. Correspondance à Jérusalem de Pascal Sunshine. Quand Herzl a commencé à réfléchir au sionisme, les Juifs d'Europe n'avaient jamais eu autant de droits et pourtant ils n'avaient jamais été aussi menacés. Le sionisme était déjà dans l'air depuis quelques années, mais c'est Herzl qui le premier a dessiné un véritable projet politique. 116 ans plus tard, sa réflexion et ses écrits sont d'une modernité qui ne se dément pas, même et peut-être surtout face à la crise qui s'abat sur Israël. Sa vision d'un État moderne pour le peuple juif s'inspirait évidemment du modèle de l'État-nation démocratique tel qu'il se développait à son époque en Europe, mais pour Herzl, l'État juif devait dépasser ce modèle pour devenir une société exemplaire pour les Juifs et pour le monde. Herzl était un visionnaire, mais aussi un esprit pratique, parfois jusque dans les moindres détails. Il avait notamment pris en compte les risques sanitaires de faire monter en Israël les Juifs venus du monde entier afin de prévenir l'importation de maladies infectieuses. Il avait ainsi dressé un certain nombre de recommandations dans une véritable réglementation de santé publique sur les modes de quarantaine et de confinement pour les nouveaux immigrants et même la construction d'hôpitaux spécialisés qui pourraient traiter les personnes atteintes avant leur départ. Théodore Herzl, ou Benjamin Zeev Herzl de son nom hébreu, voyait un projet sioniste à la fois un idéal et un viatique, mais ce qui l'a rendu unique et surtout réalisable, c'est qu'il a non seulement envisagé la création d'un État à partir de rien, mais qu'il l'a aussi inscrit dans le contexte existant, celui d'un peuple dispersé, de cultures et de traditions différentes, dont il faudrait refaire un peuple unifié en un seul lieu, sans en modifier ni l'identité ni les racines. Ce défi intellectuel, Herzl s'est employé à le relever dans ses nombreux écrits, essais, articles, pièces, discours, une littérature abondante si l'on considère qu'elle se concentre à peine sur une dizaine d'années et que les historiens et politologues israéliens continuent d'étudier et d'y découvrir des ressources insoupçonnées. Herzl n'était pas le laïciste anti-religieux que l'on a pu dépeindre à une certaine période. Dès le premier congrès sioniste en 1897, il avait affirmé que le sionisme était un retour au judaïsme avant d'être un retour sur la terre des Juifs. Il voulait que les Juifs puissent dans leurs sources les valeurs qui permettraient de construire une société qu'il voulait parfaite, tant au plan moral que spirituel. Les principes de solidarité et de responsabilité mutuelle devaient, selon lui, articuler le fonctionnement social du futur État. La pauvreté et la fracture sociale devraient évidemment en être bannies, une mission incombant au peuple et à l'État. Herzl n'imaginait pas d'autre modèle politique que celui de la démocratie, tout en tenant compte du partage de l'espace public entre toutes les composantes qui forment la société israélienne, ce que l'actuel président Reuven Rivlin appelle les tribus de l'État d'Israël. Ce travail est d'ailleurs loin
loin d'être achevé, comme en témoignent les divisions et les tensions qui traversent la société israélienne. Mais cela aussi, Herzl l'avait vu. Il avait d'ailleurs bien précisé que le sionisme était un projet sans fin, sans cesse à améliorer. Il avait aussi constaté que le peuple juif n'était jamais aussi surpris par sa force que lorsqu'il s'unit face à l'ennemi. Si vous le voulez, ce ne sera pas une légende, disait Herzl en 1902. En 2020, Israël est une réalité, mais le sionisme est loin d'être terminé. Le rapprochement entre la Chine et l'Iran, selon le New York Times, Pékin et Téhéran pourraient bientôt signer un accord stratégique d'une durée de 25 ans. La décision a été actée par les deux exécutifs, mais doit encore être approuvée par le Majlis, le Parlement de la République islamique. À en croire le quotidien américain qui s'est procuré le texte de l'accord, celui-ci prévoirait que la Chine investisse 400 milliards de dollars en Iran en échange de pétrole iranien à prix bas. Un partenariat qui inclurait également une coopération militaire, notamment le développement d'armes et le partage de renseignements afin de lutter contre le terrorisme, le trafic de drogue et d'êtres humains. Et Philippe, la suite de l'actualité en France avec vous, Gabriel. Le débat a agité le week-end. Le port du masque pourrait bientôt devenir obligatoire dans les lieux clos dans le pays. Jean-François Mattei, président du conseil d'administration de l'Académie nationale de médecine et ancien ministre de la Santé, est allé dans ce sens en déclarant sur France Info ce matin qu'on ne coupera pas à l'obligation du port du masque dans l'espace public. Il n'y a pas une personne sur 5 qui porte un masque dans le supermarché, a-t-il déploré. Et alors qu'à Nice, samedi, le concert du DJ français The Havner a réuni plusieurs milliers de personnes sans masque et sans distanciation sociale. Des responsables sanitaires plaident en faveur du port du masque obligatoire. Plusieurs médecins ont signé une tribune parue hier dans Le Parisien appelant au port du masque obligatoire dans tous les lieux publics clos pour endiguer une reprise de la pandémie de coronavirus. Philippe Laurent, maire UDI de Sceaux dans les Hauts-de-Seine et secrétaire général de l'Association des maires de France, a estimé que c'était une mesure de bon sens. Et Jean Castex lui-même semble également favorable à cette mesure. Le Premier ministre a assuré hier lors d'un court déplacement en Guyane que développer le port du masque était à l'étude, notamment pour les lieux clos. Le chef du gouvernement a cependant rappelé que dans la réglementation existante, c'était déjà le cas, notamment dans les transports publics. Cette crise sanitaire n'est pas terminée. Elle a de surcroît, vous le savez, en qualité de citoyen, entraîné une crise économique et sociale. On a déjà, ici ou là, des plans sociaux, le chômage qui augmente, des gens vulnérables qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. L'État, là aussi, a fait face pendant la crise pour les accompagner, pour les aider. Et le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a annoncé hier une systématisation des tests dans les aéroports pour les voyageurs venant de pays classés rouges, Gabriel. L'ancien secrétaire d'État auprès du ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse a ajouté que les touristes ayant déjà fait un test avant de partir n'auront pas à le refaire une fois arrivés en France. Vous prenez l'exemple des tests aux aéroports. C'est un sujet qui a été abordé en Conseil de défense avec le président de la République vendredi. Et on va annoncer aujourd'hui qu'on va systématiser les tests à l'aéroport pour les voyageurs qui viennent de pays dits rouges, c'est-à-dire les pays où le virus circule le plus. Dans des pays où le virus ne circule pas plus qu'en France, il n'y a pas de raison d'avoir des mesures supplémentaires, même si tout le monde adopte la vigilance quand il arrive sur le territoire national. Donc une liste de pays va être publiée aujourd'hui, demain ? Oui, il y a déjà des pays qui sont publiés, une liste de pays qui est publiée, qui sont des pays où le virus circule très fortement. Il y aura, je crois, une quarantaine de personnes qui vont se relayer en permanence dans nos aéroports. On va pouvoir, dans les premiers jours, faire 2000 tests PCR par jour. Merci Gabriel Attal. Une décision importante maintenant aujourd'hui dans le dossier Mireille Knoll. Selon BFM TV, les juges auraient ordonné un procès aux assises pour meurtre à caractère antisémite contre les deux suspects. Ils seront présentés à la justice pour meurtre sur personne vulnérable et commis en raison de la religion de la victime. C'est un élément extrêmement important. Mireille Knoll avait été tuée dans son appartement le 23 mars 2018. Elle avait 85 ans. Une chanson nazie crée le scandale sur TikTok, publiée dimanche par un adolescent au Royaume-Uni. Elle fait référence au champ d'extermination, une vidéo consultée, écoutez bien, par plus de 6 millions de personnes. Les détails,
par Esther Abitbol. Ce n'est pas la première fois qu'une vidéo au caractère nazi a été publiée sur TikTok, généralement utilisée pour se moquer de la Shoah. Cette fois-ci, elle mentionnait les paroles « Nous partons en voyage dans un endroit appelé Auschwitz, c'est l'heure de la douche ». Visionnée plus de 6 millions de fois, elle a été repartagée par près de 100 utilisateurs à travers différents contenus. Parmi eux, un extrait d'un jeu vidéo où l'on voit des ennemis tués à l'aide de gaz toxiques, des images d'archives et de documentaires sur la Shoah, mais aussi une séquence du jeu vidéo Roblox avec un personnage inspiré d'Hitler. Stephen Silverman, directeur des enquêtes et de l'application de la campagne contre l'antisémitisme, a déclaré sur la BBC « Il était pénible de regarder cette vidéo TikTok destinée aux enfants, montrant un robot à croix gammée incinérant des juifs ». Depuis, les vidéos ont été supprimées de la plateforme, un processus qui a pris 8 heures après la publication des clips. TikTok a réagi et a affirmé qu'aucun contenu qui comprend des propos haineux ne sera toléré. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'information à 15h avec le Flash qui vous sera présenté par Gabriel Attal. Bel après-midi à l'écoute des programmes de Radio J. Portez-vous bien.